Alors nous allons reprendre la deuxième partie, dernière partie de cette matinée, pas de la journée bien évidemment. Oui, j'ai ouvert la porte à la pause café, donc là c'était dur de vous faire revenir, mais ça a été parfait. Donc nous sommes toujours dans la sollicitation par le prix, mais comme nous vous le précisions en introduction de cette matinée, nous avons constaté dans le cadre du travail que nous menions que le consommateur peut aussi parfois être attiré par un prix plus élevé. Et donc la sollicitation va passer par un prix plus élevé, mais à la condition bien sûr que la contrepartie de ce prix élevé existe. Et cette contrepartie, il peut la trouver dans des considérations, notamment un peu que nous avons appelé altruistes, éthiques entre guillemets, ce qui signifie qu'il se tourne vers ce type de prix parce qu'il pense ou il en a la garantie qu'il y a une juste répartition de la valeur du prix entre les différents acteurs de la chaîne de production et de distribution et surtout une juste rétribution du producteur. Et donc, c'est cette idée-là qui nous a mené à plusieurs observations. D'une part, et c'est le cas de cette table ronde ce matin, vers certaines règles de concurrence qui vont intégrer la notion de prix élevé dans la loi de manière à essayer de la garantir, mais on verra que ça n'est pas si simple, mais aussi pour ce prix élevé et cette recherche altruiste du consommateur comme moteur de sollicitation à travers des enjeux environnementaux. Nous n'en parlons pas ce matin parce que, comme nous vous l'avons dit, nous ne pouvons pas aborder tous les thèmes dans le cadre du colloque qui sont abordés dans le rapport, mais c'est aussi un élément que nous avons abordé dans le rapport à travers ces questions environnementales et notamment à travers certains types de labels. Donc c'est cet aspect-là que nous allons voir ce matin et avec Anne-Sophie Chenet-Grimaldi, dont je vous ai annoncé ce matin qu'elle fait partie de ces rédacteurs du rapport qui ont accepté de contribuer à côté de Natacha et moi-même et de quelques autres pour la partie en tous les cas de droit de la concurrence à qui je passe immédiatement la parole. Merci Carole. Bien sûr, je commence naturellement par te remercier Carole et remercier plus globalement la chaire de Cergy qui m'a accueillie dans votre beau projet. Voilà. Alors évidemment, quand on m'a sollicité pour rédiger un rapport sur les prix élevés en droit de la concurrence, je dois confesser immédiatement que l'effroi m'a saisi. Le droit de la concurrence s'est donné pour mission de préserver la libre concurrence parce que l'idée est que la libre concurrence est le meilleur vecteur de prix bas. Donc, a priori, évidemment, le droit de la concurrence n'est pas là pour prévoir des prix élevés. Je dirais même qu'il est là pour prémunir le consommateur contre des prix élevés. Plus de concurrence entre opérateurs économiques, précisément pour permettre aux consommateurs de bénéficier de prix bas. Alors, c'était tout de même aller un petit peu vite en besogne, et je n'ai pas refusé immédiatement la tâche confiée par Carole. C'est allé un peu vite en besogne parce que ça aurait été tout de même oublié que l'intérêt du consommateur, primo, ne se réduit pas au seul prix bas. Son intérêt est plus large. Il y a un intérêt en termes évidemment de qualité, d'innovation, de durabilité, et même un intérêt plus éthique, ce que Carole a nommé être des considérations altruistes. Et puis, secondo, ça aurait aussi été réduire le droit de la concurrence au droit antitrust, au droit des pratiques anticoncurrentielles. Or, le droit de la concurrence est plus vaste que cela. Le livre 4 du Code de commerce, qui est intitulé « De la concurrence », inclut en son sein un titre, qui est le titre 4, qui ne vient pas interdire les pratiques anticoncurrentielles, mais qui s'intéresse à ce qu'on nomme, et parfois les mots sont un petit peu durs à comprendre, les pratiques restrictives de concurrence et la transparence tarifaire. Il s'agit de branches du droit qui visent en réalité à préserver l'intérêt des acteurs économiques, tous les acteurs économiques, et ça va forcément conduire
parfois en tout cas, pour préserver ces acteurs économiques, eh bien, à leur offrir des prix plus élevés, et des prix plus élevés qui vont peut-être se répercuter sur le consommateur. Donc voilà, c'est ça l'objet du rapport, et c'est le lien que l'on peut faire entre prix élevés et droit de la concurrence. Merci Anne-Sophie. Alors pour discuter, échanger sur ce thème, nous réaccueillons Alain Souillot, qui est directeur juridique de la Fédération du commerce coopératif et associé. Je le dis non pas parce qu'ils ont tout oublié depuis tout à l'heure, mais qu'il y a peut-être de nouvelles personnes qui nous suivent en ligne. Et Cédric Musso, qui est directeur je résume, des affaires publiques, mais c'est pas le terme, mais c'est presque lui-ci, il est écrit là. Oui, c'est de l'action publique. À l'UFC Que Choisir. Alors, nous allons diviser cette table ronde en 3 sous-thèmes. D'abord sur les négociations annuelles, ensuite sur les dispositifs spécifiques au domaine de l'alimentaire et surtout avec le seuil de revente à perte. Et enfin, nous terminerons par l'importance des questions européennes. Alors, le premier thème porte sur la négociation annuelle pour laquelle nous avons fait une proposition que je laisse Anne-Sophie exposer et ensuite, bien évidemment, discuter entre nos partenaires. Alors, les relations d'approvisionnement en droit français sont marquées par des règles qui sont extrêmement strictes et précises. Tout ce qui fait partie donc de ce que j'ai nommé la transparence tarifaire. Elles sont encadrées par ce qu'on appelle la négociation annuelle. C'est-à-dire que chaque année, et la presse s'en fait l'écho, chaque année, les distributeurs négocient avec leurs fournisseurs les contrats d'approvisionnement pour 1 an. Ou plusieurs années, mais enfin en général pour 1 an. Et le formalisme de cette négociation annuelle est extrêmement strict. L'envoi des conditions générales de vente par le fournisseur doit se faire à une date déterminée. Ensuite, on négocie. Si le distributeur n'accepte pas en l'état les conditions de vente envoyées par le fournisseur, il doit s'en justifier auprès de son fournisseur. Et à une date butoir, fixée traditionnellement au 1er mars, il faut absolument que les contrats soient conclus. Si les parties ne souhaitent pas conclure un nouveau contrat et continuer leur relation commerciale, elles peuvent le rompre, ce contrat, mais dans des conditions qui sont asymétriques, puisque le distributeur, lui, est tenu de respecter un délai de préavis, tandis que le fournisseur, de son côté, peut rompre sans délai de préavis. Donc, un encadrement extrêmement strict en droit français qui est destiné à préserver les intérêts des fournisseurs. C'est une particularité du droit français. Et la question qu'on s'est posée à 4, c'est de savoir si ce système était véritablement opportun. Il est très lourd. Et puis, il n'est pas sûr qu'il se traduise par des conséquences bénéfiques pour les uns ou pour les autres. On constate, je crois, Alain Souillot, je crois que vous avez également fait des études à ce sujet, on constate que dans d'autres pays de l'Union européenne, comme en Allemagne, des voisins quand même proches, avec des conditions économiques comparables, les prix en grande surface sont inférieurs à ceux que l'on connaît en France. Alors voilà, on s'est interrogé sur ce lien. Est-ce qu'il y a un lien entre des prix élevés et le système de la négociation annuelle ? Alors voilà, Alain, c'est la première question que nous nous sommes posée. Je voulais vous donner la parole pour que vous puissiez exprimer votre réponse. Est-ce que ce système de la convention annuelle tire les prix vers le haut en France ? Et si oui, est-ce que c'est un mal nécessaire ? Est-ce que quand même il y a des bienfaits à ce système ? Alors oui, donc on est vraiment dans un univers B2B, hein, du coup. Hein, c'est comme vous l'avez rappelé, relation fournisseur-distributeur. Et ça ne concerne pas que, pour vraiment être précis, ça ne concerne pas que le secteur à prédominance alimentaire, et ça ne concerne pas que les secteurs qui fournissent des produits, des PGC, c'est-à-dire des produits de grande consommation, puisqu'en fait le formalisme de cette convention annuelle, ça existe pour tous les secteurs d'activité. Donc ça, c'est déjà un premier point. Ensuite, dans la réflexion, dans le cadre de la chaire, l'idée c'était justement de prendre un petit peu de recul, parce qu'on est tellement habitué avec des dispositifs qu'on en oublie parfois leur origine, leur finalité et pourquoi ils existent. Donc c'était déjà bien, je trouve, de rappeler que c'est vraiment une originalité française.
Ce n'est pas quelque chose qui existe partout et on peut donc bien évidemment s'en passer puisque dans la plupart des pays d'États membres de l'Union européenne, il n'y en a pas. Donc en fait, le constat va être ensuite aidé par l'actualité. C'est-à-dire qu'on a un constat, c'est que en droit, on a un certain nombre de dispositifs qui vont protéger les parties à un contrat. On a le droit des contrats, le droit des obligations. On a même du droit spécial dans le Code de commerce qui vont protéger les relations commerciales avec le déséquilibre significatif, l'avantage sans contrepartie, la rupture brutale, etc. Donc là, on a tout un dispositif qui protège déjà bien suffisamment, à mon sens, les acteurs qui peuvent être dans une situation de déséquilibre variable. Ce n'est pas toujours un grand distributeur et un petit fournisseur. On a bien évidemment l'opposé qui existe. Donc l'idée, c'est d'avoir un droit neutre qui protège les deux parties à un contrat. On est dans une relation B2B, il n'y a pas de personnes fragiles, pas plus particulièrement à protéger comme dans le cadre du B2C avec le consommateur. Donc ça, je dirais, c'est le constat classique qu'on observe à tout moment dans l'analyse du droit français. Et à cela, ensuite, c'est rajouté dans l'objectif de faciliter le contrôle des relations commerciales, un dispositif qui est presque administratif, c'est-à-dire qu'on va obliger les acteurs de terrain qui travaillent pour faire baisser les prix, travailler sur les marges, trouver des réductions de prix, des promos, etc. On va leur dire, eh bien, tout ce que vous avez fait entre vous, il va falloir en plus rajouter une convention, c'est le fameux formalisme de la négociation annuelle. Il va falloir tout formaliser et on vous oblige à vous mettre d'accord pour un an. Donc on vous fixe une échéance et on va geler toute votre négociation une fois par an au 1er mars. Donc ça, c'est le dispositif tel qu'il est. Et l'actualité aujourd'hui nous amène à nous interroger sur la pertinence de ce dispositif, puisque le gel des prix dans un contexte inflationniste, on a envie que les parties se retrouvent plus tôt pour négocier, on a envie de les pousser à la négociation pour pouvoir essayer de s'adapter aux évolutions du cours des matières premières et l'activité économique, pour justement faire baisser les prix. Donc ça, c'est cette espèce d'effet de ruissellement attendu, espéré, qui est à l'origine de la loi récente qui va anticiper les négociations commerciales, qui va les faire anticiper au mois de janvier dans les secteurs à prix de dominance alimentaire. Je ne sais pas si ça va marcher, je n'ai pas de boule de cristal. Mais dans tous les cas, on a comme ça là un constat, y compris partagé par le législateur finalement, que le prix figé pendant un an, ce n'est pas forcément quelque chose de sain et de bien fondé aujourd'hui. Donc là, la question donc, la réflexion dans le cadre de la chaire, c'était ça. Est-ce que c'est pertinent de geler la négociation commerciale, de fixer une échéance et de geler la négociation commerciale? Donc ça, c'était le premier point. Et du coup, est-ce qu'il est pertinent de créer tout ce formalisme? Alors, je le rappelle, ce formalisme qui ne va pas concerner que les acteurs de la grande distribution alimentaire, mais vraiment tous les acteurs qui vont dans le bricolage, dans le jouet, dans le sport et autres, dans la pharmacie, qui vont donc négocier avec entre fournisseurs et distributeurs et qui vont devoir se voir imposer un formalisme très, très complexe et de plus en plus complexe et de plus en plus lourdement sanctionné. Et pour finir, parce que je ne vais pas être trop bavard, après aller sur la question de la notion de prix éthique, donc on va en reparler après tout à l'heure, mais est-ce que le prix élevé, est-ce que ça va... en fait, quelle est la finalité du législateur aussi? C'est de faire en sorte de protéger certaines parties prenantes, on va en reparler après. Est-ce que cette finalité est atteinte? Là aussi, peut-être que la légitimité du mécanisme peut être posée si l'objectif n'est pas atteint. Mais je pense qu'on va en reparler. Merci Alain. Vous avez commencé effectivement à évoquer cet avancement des négociations annuelles cette année. C'est la dernière idée en date du législateur, effectivement. Au lieu de retenir la date du 1er mars, il va falloir aller un peu plus vite et tout boucler pour le 15 janvier. L'idée étant qu'on va essayer de cette manière-là de faire profiter le consommateur de réductions de prix espérées
réduction que les fournisseurs consentiraient et qui seraient répercutées via le distributeur. Mais alors, moi j'ai entendu aux informations que Michel-Édouard Leclerc a dit que les premières conditions générales de vente, enfin les conditions générales de vente maintenant ont été reçues et que les fournisseurs, hein, au lieu de proposer des réductions, ils proposent tous des augmentations de plus 10% en moyenne. Alors, c'est ce qu'ils proposent, c'est pas ce qu'ils vont obtenir, mais enfin, tout de même, ça part un peu mal pour les réductions de prix. Cédric, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que, avec cet avancement des négociations commerciales, est-ce que vous pouvez annoncer aux gens ici présents que les prix vont baisser dans les supermarchés? Alors, ça a été souligné. Je rappelle juste que les négociations commerciales, les consommateurs, eux, ils n'ont aucune information quant à leur teneur. Donc déjà, pour vous répondre, première difficulté. La deuxième, c'est qu'on a eu une avancée légère en termes d'information par rapport aux marges pratiquées avec la création d'un observatoire des prix et des marges. Sauf que nous n'avons de visibilité que sur des marges moyennes par catégorie de produits. Là où une transparence accrue aurait voulu qu'on ait une visibilité sur les marges par produit, afin de mettre davantage de pression dans le cadre des négociations. Et là où certains disent qu'aujourd'hui, bah oui, il y a des demandes de plus 10 et que le gouvernement répond non, non, pas du tout, sur quelques produits, vous allez voir des baisses, nous disons juste une réponse claire et nette qui est « posez-vous les bonnes questions ». Ça a été souligné, c'est une spécificité française que ces négociations annuelles. Au début de la crise économique, la France pouvait se targuer d'avoir une inflation moindre par rapport à nos voisins européens, très rapide, y compris au niveau des prix des produits alimentaires. Très rapidement, on s'est aperçu que nous avons rattrapé les autres, voire dépassé, parce que sur certains marchés des matières premières, les prix baissaient. Cette baisse a été répercutée dans les prix payés par les consommateurs chez nos voisins, mais évidemment pas chez nous, négociation annuelle oblige. Et nous avons crié et sonné l'alerte auprès du gouvernement qui a dit oui, oui, on va s'en occuper. Résultat des courses, plutôt que de revoir le sujet dans sa globalité, on a une mesure purement conjoncturelle qui est de nous dire je vais avancer le calendrier pour l'année prochaine, sans réfléchir profondément au sujet. Et c'est là où on aura l'occasion d'y revenir. On a une réponse politique immédiate qui ne garantit en rien une baisse des prix. Ça, déjà, je peux le dire. Il n'y a aucune garantie d'une baisse des prix. Et en tout état de cause, puisque l'ensemble des propositions que vous lirez dans le rapport que vous découvrirez tous et toutes très prochainement sur le site de la chaire, il est souvent mentionné que tout ce que nous demandons, c'est en consultant l'ensemble des parties prenantes. Et sur le sujet des prix, je suis désolé, il y a une partie prenante qui est là pour payer, mais qu'on ne consulte jamais, ce sont les consommateurs. Donc par rapport à l'évaluation de tous les dispositifs, y compris celui-ci, il serait quand même bienvenu de ne pas oublier les payeurs que sont les consommateurs. Effectivement, c'est donc la proposition de la chaire sur cette question que vous pouvez constater derrière moi et d'évaluer ce dispositif, hein, mais avec pas forcément une arrière-pensée, mais disons qu'on constate qu'en tous les cas, bon nombre d'acteurs s'interrogent sur la pertinence désormais de ce dispositif, hein, sur son opportunité, du fait qu'il n'est que national, et sur les bienfaits. En se posant cette question, eh bien, peut-être que son existence même peut se questionner. Et sans trancher, parce que bien évidemment il faut aussi en discuter avec toutes les parties, et il ne s'agit pas pour nous de demander à le supprimer, mais en tous les cas il y a des doutes sérieux sur l'intérêt du dispositif aujourd'hui qu'il faudrait revoir, et c'est là l'objet de cette première proposition. Peut-être je vous propose de passer à la seconde proposition, puisqu'elle a déjà été évoquée par Cédric et par Alain également, qui concerne cette fois notre deuxième thème sur lequel il y a davantage d'éléments sur lesquels le consommateur peut être amené à se prononcer, qui concerne les dispositifs propres à l'agroalimentaire et à l'alimentaire, et notamment avec les seuils de revente à perte. Donc nous avons là aussi deux propositions, une un petit peu dans la même veine que la précédente, revenant à s'interroger sur la pertinence
pertinence du dispositif et d'autre part de l'interrogation, mais on va en discuter, sur une manière de garantir aux consommateurs l'existence de cette contrepartie attendue d'un prix élevé lié au partage de valeur. Et je redonne immédiatement la parole à Anne-Sophie pour vous présenter ses propos. Merci Carole. Alors, ce qu'on appelle désormais les lois Egalim sont venues effectivement refondre, on va dire, le mécanisme de construction des prix dans le secteur agroalimentaire. Alors, pour essayer de clarifier quelque chose qui est particulièrement complexe, disons que le prix doit, en principe, être construit à la base, au départ, tout en haut, si vous voulez, de la chaîne, entre l'agriculteur et, mettons, l'industriel pour un produit qui va être transformé. Et ce prix ne doit plus être totalement librement fixé. Il faut le fixer en prenant en compte, et le mot prise en compte, c'est celui qui est dans la loi, donc je le redis pour vous montrer son caractère imprécis, en prenant en compte des indicateurs qui sont établis filière par filière. Ah, il va y avoir un indicateur pour le prix du lait. Mais ce n'est pas un prix obligatoire, on n'a pas dit le prix du lait, c'est 34 centimes, c'est comme ça. Non, mais il y a un indicateur qui dit qu'effectivement, le prix du lait, on l'indique à tant du litre. Et alors, cet indicateur, il va être pris en compte par les parties dans la conclusion du contrat de première cession entre l'éleveur et l'industriel. Alors, bon, il y a donc une volonté, on voit, dans cette histoire de prise en compte, d'essayer de rémunérer évidemment l'agriculteur ou l'éleveur au juste prix, à la juste valeur de ce qu'il est en droit d'attendre, mais sans contrainte excessive sur le mécanisme de construction du prix. Et on y reviendra, ce degré de contrainte, de toute façon, ne pouvait pas être prévu au vu des contraintes du droit de l'Union européenne qui s'imposent à nous. Et puis ensuite, c'est là où cette construction de prix doit se faire en cascade. Ensuite, lorsque l'industriel vend son produit transformé au distributeur, la part qui correspond donc à la matière première ne peut plus être négociée. Donc, dans le prix du lait transformé, on sait qu'il y a 10% du prix qui correspondent à la matière première. Ces 10% ont été vendus X. Il faut retrouver absolument ces X euros. Mais ce n'est qu'une part du prix du produit transformé. Donc, l'autre part, elle, en revanche, est soumise à la négociation totale. Donc, là-dessus, on peut faire ce qu'on en veut, en réalité. Et puis, derrière, l'idée, c'est qu'évidemment, si les choses se sont faites comme ça en cascade, c'est parce qu'on attend donc un ruissellement, finalement, qui prendrait leur source des indicateurs de départ et qui ruissellerait jusqu'au consommateur. Et on se dit qu'a priori, l'industriel qui aurait revendu plus cher au distributeur va obliger le distributeur lui-même à revendre plus cher au consommateur. Alors, est-ce un mal en soi ? Non, a répondu le législateur. Le législateur a immédiatement accepté l'idée que ça allait conduire à des hausses de prix au détriment du consommateur. Mais avec cette idée, double idée, une première idée altruiste, comme on a dit, que ça allait servir à mieux rémunérer tous les acteurs de la chaîne. Et puis, deuxième idée, peut-être en termes de contrepartie qualitative, on va y revenir. Alors, on peut commencer, comme le mécanisme de construction des prix, on va commencer par l'amont, puis on terminera après par l'aval. Si on commence par l'amont, je me tourne vers Alain Souillot. Est-ce que les lois Egalim, parce que c'était quand même leur objectif de départ, vous semblent aujourd'hui permettre une meilleure rémunération des agriculteurs ? Et est-ce qu'on est en mesure de le dire ? Parce que ça va déboucher sur notre proposition, évidemment, ma question. Elle est orientée. Vaste sujet très politique, très, très sensible. Là, j'interviens avec ma casquette réseau d'indépendants, donc pas du tout spécifique au secteur alimentaire. Hein, je n'ai pas du tout la légitimité pour parler sur les filières alimentaires. Ce que j'ai trouvé intéressant dans le cadre des travaux, des rapports de la chaire, c'est cette notion de prix éthique.
C'est-à-dire l'idée, parce que le prix éthique, selon est-ce qu'on est dans le cadre B2B, B2C, c'est pas du tout la même chose, et du coup, c'est un mot finalement qui peut avoir plusieurs définitions, donc qui mérite vraiment d'être défini avant de pouvoir l'utiliser. Et du coup, ce qu'on s'est aperçu en échangeant dans le cadre de la chaire, c'est que finalement, quand on regarde les différentes lois successives, donc les lois Egalim sont un petit peu l'aboutissement, mais il y en avait encore avant, il y a toujours des finalités poursuivies par le législateur, mais ce n'est pas toujours les mêmes finalités. Parfois, on a voulu protéger l'agriculteur, la rémunération de l'agriculteur. Parfois, on a voulu protéger le fournisseur. Parfois, on a voulu aussi protéger le pouvoir d'achat du consommateur, avec le SRP plus 10, par exemple. Enfin, c'est pas pour le consommateur, mais ça a un effet mécanique. Enfin, non, c'est l'inverse, pardon. C'est l'inverse. Non, c'était justement pour trancher par rapport à ça. C'est-à-dire que si je crois qu'on va en reparler après, mais ce que je veux dire, c'est que des fois, les finalités s'opposent. C'est-à-dire que le SRP plus 10, on rajoute 10, donc du coup, c'est plus cher pour le consommateur. Et on pourrait tout à fait imaginer une législation complètement inverse, que je ne défends pas du tout, de dire maintenant on va autoriser la revente à perte. Voilà, on va autoriser la vente à perte. Là, ça va faire un effet mécanique inverse. Bon. Ce que je veux dire, c'est que en fait, la difficulté, à partir du moment où on crée un déséquilibre dans un système législatif, lorsqu'on se focalise sur une finalité, on a des effets secondaires sur les autres parties prenantes, et finalement, régulièrement, on voit des lois qui se corrigent mutuellement, voilà, avec le temps. Donc, cette notion de prix éthique, elle est intéressante, puisqu'il faut voir quelle est la finalité qu'on poursuit pour savoir, pour apprécier le texte. Et par rapport à ça, la question que je pose, du coup, si on parle des lois Egalim, c'est est-ce que, par rapport à ces finalités de redistribution, de ruissellement sur les différentes parties prenantes, quelles que soient les parties prenantes, que ce soit le consommateur, l'agriculteur ou le fournisseur, est-ce que encadrer les négociations commerciales, c'est la bonne méthode pour s'assurer qu'il y a un ruissellement? Moi, c'était plutôt dans cette démarche-là intellectuelle, c'est que finalement, est-ce qu'on est certain que parce qu'on rémunère mieux l'agriculteur, ça va avoir un effet... voilà, est-ce que si on fait SRP plus 10, est-ce que ça va forcément mieux rémunérer les agriculteurs? C'est ça, en fait. Et alors, je pense que la réponse est probablement non, mais encore une fois, je n'ai pas la réponse, puisqu'il faudra avoir des statistiques, il faut avoir des évaluations, donc ce n'est pas si clair que ça. Mais en tous les cas, est-ce que le cadre de la négociation commerciale est pertinent à partir du moment où les acteurs, heureusement, sont libres? Je ne suis pas du tout pour un encadrement des prix, revenir à un système d'avant 1986 du prix encadré, pas du tout. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres pistes? Par exemple, si on parlait tout à l'heure de ruissellement altruiste. Donc le ruissellement altruiste, c'est l'idée de dire le consommateur va acheter un produit en prenant en compte non pas la qualité du produit, non pas son intérêt personnel, non pas pour se faire plaisir ou pour répondre à un besoin, mais parce qu'il va acheter un produit parce qu'il est bio, parce qu'il est, je sais pas, parce qu'il c'est du commerce de proximité, parce qu'il est durable, développement durable, commerce équitable, etc. Bref, il va fixer un caractère altruiste dans sa décision d'achat. Est-ce que ça, c'est garanti par un encadrement des négociations commerciales, ou est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt aller vers un système de labellisation, un système de label qui permette de dire, on a un ruissellement qui est contrôlé par un opérateur indépendant, un label avec un cahier des charges, avec des éléments très précis. Et lorsque j'achète un produit, je sais que ça va bénéficier au producteur parce que c'est garanti par un label. Et là, il y a une vraie certitude. Et c'était un des éléments soulevés. Merci Alain, parce que en effet, pour l'instant, il y a une bataille des chiffres sur cette question. Il y a clairement une bataille des chiffres. Certains disent qu'effectivement les revenus des agriculteurs ont augmenté depuis les lois Egalim, et d'autres disent l'inverse. Et puis il faut dire que la période a en plus été marquée tout de même par des éléments conjoncturels extérieurs qui font que les analyses sont quand même rendues extrêmement compliquées. Tout le monde est d'accord que les prix ont augmenté dans les supermarchés. Ça, il n'y a pas de ça là-dessus, personne ne débat. Les prix ont augmenté. La question, c'est de savoir pourquoi et qui récupère cette part supplémentaire que le consommateur est en train de payer. Qui ?
Est-ce que c'est l'électricité parce que du fait de la guerre en Ukraine, les ressources se sont raréfiées? Est-ce que ce sont les distributeurs qui, via le SRP plus 10, se sont mis dans la poche les fameux plus 10? Est-ce que ce sont les industriels qui ont quand même la fâcheuse manie de ne jamais communiquer leurs chiffres, en particulier à l'Observatoire des marges? Ou est-ce que ce sont les éleveurs? Alors qui évidemment jurent au grand Dieu que non, ils sont toujours aussi pauvres qu'avant, mais il y a des contre-analyses sur cette question. Il semble quand même que ils ont été plus mal en point qu'aujourd'hui. Il semblerait que les choses aillent quand même un petit peu mieux sur ce terrain. Le litre de lait a beaucoup évolué tout de même. On est passé au début, quand les lois Egalim ont été votées, on était à 27 centimes. Aujourd'hui, on parle de 40 centimes. Alors quand même pas dire que ça va toujours aussi mal. Voilà, alors je me tourne là vraiment du côté consommateur, parce que c'est quand même le consommateur qui a souffert de tout cela. Alors, qu'on paye plus cher, ça c'est une évidence, c'est plus une question. Mais est-ce que c'est justifié? Est-ce qu'on en a pour notre argent? Et est-ce que les contreparties voulues, attendues sont là? Alors, au moment de la première loi Egalim qui évoquait, parce que là je vais juste rappeler que ce n'était pas une caution du législateur. Le législateur, il a dit il faut expérimenter le dispositif pour vérifier si la promesse est tenue. L'UFC Que Choisir a clairement sonné l'alerte en disant attention, les consommateurs, ils vont payer un chèque au blanc. Vous l'avez dit, il n'y a aucune garantie de ruissellement. La seule certitude, c'est l'augmentation des prix. Mais déjà, les consommateurs à l'époque avaient été, entre guillemets, trahis, puisque l'augmentation du SRP, au-delà du ruissellement vers les agriculteurs, devait être accompagnée d'une montée en gamme de la qualité des produits, filière par filière. Ça, c'était l'engagement du président. Je ne veux pas d'un chèque en blanc, il faut une augmentation de la qualité. L'augmentation de la qualité n'est absolument pas au rendez-vous. Il n'y a eu aucun plan filière par filière. La seule garantie, c'était l'augmentation des prix. Le ruissellement au niveau des agriculteurs, on a fait le bilan un mois après de la mise en œuvre du SRP plus 10. Les prix ont augmenté pour les consommateurs, ça a été en un mois plus 0,83%. Vous allez me dire, ça ne nous parle pas. Selon le calcul, c'était 1,6 milliard sur les 2 ans de l'expérimentation, soit 800 millions par an. On nous a dit, oh là là, c'est pas possible. L'autorité de la concurrence a fait une étude d'impact et effectivement, les chiffres varient et le chiffre moyen, c'était 600 millions de plus payés par les consommateurs. Là où ça se complique, c'est qu'ensuite est intervenue l'inflation des matières premières et donc l'impact du SRP était minoré par rapport à l'augmentation des prix. Donc dire combien les consommateurs ont payé en plus, c'est très difficile. Mais tous les rapports le soulignent, ils ont effectivement payé en plus. En revanche, quand vous me dites que le prix du lait a certes augmenté, en 2019, là, pour le coup, on a communiqué comme quoi on est constructif et puis on s'allie aussi avec d'autres acteurs, avec la Confédération paysanne, pour leur dire, et vous, est-ce que vous avez réellement reçu l'argent des consommateurs ou est-ce que vous avez reçu un chèque en bois? Et bien à ce moment-là, la filière lait, elle nous a dit, moi j'ai un problème, c'est qu'on continue de m'acheter moins cher que mon prix de revient. Et il y a même un rapport du Sénat qui a montré que le SRP plus 10 pouvait aboutir à des aberrations. Plutôt que de majorer ce qui revenait aux agriculteurs, au contraire, ça a accentué la pression. C'est l'exemple emblématique des fraises Gariguette, où vous avez le prix psychologique des 2,99 € la barquette. Et pour maintenir ce prix psychologique, eh bien là, vous avez la grande distribution qui a pressurisé. Et donc, résultat des courses, les producteurs, eux, leur prix d'achat, il a été baissé de 10%. Donc, pour le coup, je suis désolé, il n'y a pas que les consommateurs qui ont été les perdants de l'affaire. Eh bien, si les revenus agricoles ont quelque peu augmenté, bon nombre d'agriculteurs vous diront, y compris la FNSEA qui claironnait oui, allez-y, donnez-nous le SRP. Le bilan de la FNSEA n'est pas aussi dithyrambique qu'il l'espérait au départ de la mesure. C'est la raison pour laquelle je suis ravi de la proposition demandant l'évaluation de cette mesure. Et si les conséquences, si on en tire les conséquences que ça n'a pas fonctionné, il faut revenir dessus. Merci Cédric. Alors, au niveau de la qualité,
On n'en a pas encore beaucoup parlé. Au niveau de la qualité, surtout donc dans le domaine alimentaire, puisque ça correspond tout de même à un message d'une alimentation plus saine, plus durable, etc. Les choses ont un petit peu évolué tout de même depuis quelques mois. Quels sont vos retours là d'expérience? Est-ce que c'est toujours vrai que le consommateur est prêt à plus payer pour mieux manger à une époque où tout de même les analyses se succèdent montrant que les fins de mois sont compliquées d'une manière ou d'une autre pour bon nombre de Français, ou est-ce qu'aujourd'hui la qualité, ma foi, on attendra? Alors là, vaste question. Pour le coup, les consommateurs, ils sont prêts, on va revenir sur cette formule, à payer le juste prix. C'est-à-dire, je suis prêt à payer plus cher si je suis certain que j'ai la qualité au rendez-vous. On l'a vu au moment de la pandémie, où la part du bio a explosé, où les circuits courts ont explosé. Et d'ailleurs, je vous dirais, pour les circuits courts, ce n'est pas forcément payer plus cher, parce que sachez que vous payez moins cher si vous passez par le circuit court qu'en grande surface. Voilà, c'était un petit message et un conseil pratique. Il n'en reste pas moins que le contexte inflationniste aboutit à quoi? À ce que si le consommateur a toujours l'aspiration de vouloir mieux consommer, et donc à consommer des produits de qualité, il y a son pouvoir d'achat qui le contraint. Et on a mené une enquête pour essayer de serrer, une étude sociologique pour essayer de serrer le profil des Français. Et on s'est aperçu, c'était un an de cela, qu'il y avait 3 tiers au niveau de la population française, 1 tiers de progressistes, c'est-à-dire de gens qui ont le pouvoir d'achat qui leur permet de mieux consommer. Vous avez 1 tiers d'aspirants, eux qui aspirent à cette consommation plus saine et responsable, mais qui ont des contraintes financières, et donc ils sont tiraillés entre leur pouvoir d'achat et leur aspiration, et 1 tiers de la population qui s'arc-boute sur la partie prix et droit. C'est-à-dire que la consommation responsable, ça ne me parle pas. Bien évidemment, le contexte inflationniste, il fait que la consommation responsable, elle en pâtit. L'aspiration, elle est là. Les consommateurs sont prêts à payer plus, mais s'ils ont la garantie que la promesse est au rendez-vous. Et tout repose sur l'effectivité de la promesse. C'est la raison pour laquelle, par rapport au label, merci la Commission européenne d'avancer vers des allégations environnementales enfin assainies. Et nous, ce que nous demandons, c'est qu'il y ait, s'il y a un label, qu'on soit dans un système avec un label qui obéisse à un cahier des charges, avec vérification par un tiers, un peu comme le label Origine France Garantie. Oui, effectivement, on débouche sur nos propositions de labels. Quand on parle d'alimentation saine, c'était le titre de la loi Egalim, il ne s'agit pas forcément de réglementer exactement ce qu'il va y avoir dans le paquet de jambon, hein. C'était plutôt de mettre des labels pour indiquer aux consommateurs dans quelle mesure donc l'alimentation est plus saine. Donc effectivement, vous avez parlé des labels bio, etc., qui sont un petit peu compliqués à mettre en œuvre. Et aussi donc les labels de répercussion des surcoûts, donc des labels de prix éthique, savoir exactement s'il y a une part éthique du prix qui revient à l'agriculteur et à l'éleveur. Voilà cette proposition de label. Vous vouliez dire un mot peut-être, Alain, sur les labels? Juste un point de précision par rapport à ça, c'est qu'en fait, je trouve que la démarche du label apporte plus de liberté. C'est-à-dire qu'elle nous sort un peu du manichéisme de dire voilà, il y a les consommateurs qui sont bien et il y a les consommateurs qui ne sont pas bien, ceux qui achètent bio et ceux qui n'achètent pas bio, etc. Parce qu'en fait, on est tous, à mon sens, on est tous changeants. C'est-à-dire dans une même journée, on peut passer d'un rayon bio à un rayon non bio. On peut un jour acheter un produit neuf, et un jour on va acheter un produit d'occasion. On peut acheter un produit commerce de proximité, puis un jour on va acheter un produit made in France, etc., etc. Et finalement, c'est la même personne. C'est juste que son comportement d'achat va varier selon sa nature, ses propres façons de penser, et bien évidemment selon son pouvoir d'achat aussi. Et la notion de label, finalement, on va choisir le label qui nous correspond et on est totalement libre de vouloir mieux rémunérer l'agriculteur ou bien plutôt faire du bio équitable ou développement durable, etc. etc. Et c'est finalement le consommateur qui reprend la main sur vraiment ce qu'il souhaite acheter. Et ce n'est pas du tout un cadre législatif qui va lui imposer un sens à suivre. Voilà, dans ce sens-là.
Oui, et pour terminer sur cette question que nous évoquons dans le rapport, mais pas ici, mais pour faire le parallèle avec le prix éthique et l'idée de label, on retrouve dans, par exemple, le commerce équitable, cette idée que le prix est un des critères pris en compte pour obtenir ce label. La rémunération du producteur est intégrée dans la distribution du label est vérifiée. Et c'est un petit peu le parallèle que l'on a fait avec notre souhait, dans le cadre de l'alimentaire, de pouvoir assurer ou garantir autant que possible, à travers le ruissellement, même ça n'est pas vraiment une garantie, à une juste rémunération, eh bien, envisager la possibilité de le concevoir autrement si jamais il s'avérait que le système ne fonctionne pas après évaluation. Alors pour terminer cette table ronde, nous abordons maintenant le dernier thème par lequel nous avons commencé en fait dans cette matinée sur le niveau européen et l'importance d'envisager la question du prix de manière globale et y compris par ces règles de concurrence au niveau européen plutôt que national. Et donc cette dernière proposition que nous envisageons ce matin sur l'importance de privilégier ce niveau au détriment de législations nationales qui peuvent soulever des difficultés pour notamment les professionnels et donc aussi des répercussions pour les consommateurs. Alors pour cette dernière angle d'attaque, je repasse la parole à Anne-Sophie. Oui, la réflexion, effectivement, elle est de savoir s'il convient de garder en droit national toutes les dispositions relatives donc, au contrat d'approvisionnement dans les relations B2B, ou est-ce que ça vaudrait le coup d'européaniser ce droit? Il y a déjà la directive de 2019 sur les relations dans le secteur de l'agroalimentaire, mais enfin, c'est une directive qui est d'harmonisation minimale, donc qui laisse tout de même beaucoup de divergences de législation en place, d'autant plus que les États membres gardent la liberté de légiférer en dehors de son champ d'application, avec toujours ce débat de savoir qu'est-ce qui est à l'intérieur ou à l'extérieur du champ d'application de la directive. Bon. Donc, pour l'instant, la législation européenne est tout de même assez modeste en matière de transparence tarifaire et en matière de contrat d'approvisionnement. Alors, il y a peut-être deux éléments qui, pour l'instant, ont bridé, on va dire, l'initiative européenne. Alors, premièrement, la philosophie de l'Union européenne de liberté des prix. Donc, évidemment, il n'était pas question en droit de l'Union européenne d'imposer un niveau minimum d'approvisionnement pour un certain nombre de matières premières, raison pour laquelle, en France, on a fait le choix de demander aux acteurs de prendre en compte des indicateurs, formule assez souple qu'on a espéré pouvoir passer le contrôle de conventionnalité, en réalité. Donc il y avait ça. Et puis deuxièmement, il y a toujours la frilosité de l'Union européenne à venir prévoir des règles en droit des contrats. Bon, il y a les échecs que l'on connaît bien, maintenant ça date un peu de décennies, on va dire, les échecs en droit commun des contrats. Mais aujourd'hui, il y a un renouvellement de ces idées et peut-être de nouvelles propositions consistant à faire tout de même adopter en droit de l'Union européenne non pas un droit commun des contrats, l'accord des pays semble difficile à obtenir, mais via cette méthode des petits pas, un droit des contrats d'affaires. Et il y a différentes propositions. Bon, j'en ai une bien en tête de Code européen des affaires, mais ce n'est pas le lieu ici d'en parler. Alors, voilà, nous, on va essayer peut-être de revenir sur ce double niveau, national et européen. Une des premières difficultés pour les acteurs économiques, c'est d'être confrontés tout de même aux divergences de législation à l'intérieur de l'Union européenne. Est-ce que, Alain, vous avez des remontées d'informations en ce sens, ceux qui vendent, distribuent, approvisionnent dans différents États membres? Est-ce que ça leur pose des difficultés de s'adapter aux différentes législations nationales? C'est surtout qu'il faut s'adapter à la spécificité française lorsque le droit français s'applique. Donc c'est plutôt le formalisme du droit français qui peut être problématique à la fois pour travailler avec des acteurs étrangers, mais aussi en termes de relations de concurrence à niveau d'égalité avec les acteurs étrangers.
Donc ça rejoint un petit peu de ce qu'on a dit tout à l'heure, hein. C'est vraiment la difficulté de la spécificité française qui peut... j'ai rien contre les spécificités françaises lorsqu'elles sont pertinentes. La question, c'est de s'interroger si ce formalisme est nécessaire et s'autoriser peut-être de se questionner, ce qu'on dit tout à l'heure, hein, se questionner. Je pense que là, on n'a pas exactement tout décanté, il faut rester humble sur ces sujets, mais au moins s'autoriser l'idée de dire est-ce que le formalisme de la négociation commerciale est nécessaire, sachant qu'on a déjà tout un cadre protecteur du droit des contrats et des relations commerciales spécifiques fournisseurs-distributeurs. Au niveau français, est-ce que c'est nécessaire ou est-ce qu'il faut plutôt simplifier et là, pour le coup, une voie de simplification, ça serait de remettre le sujet à un niveau européen. Voilà, c'est dans ce sens-là. Et alors, s'il y avait ce droit européen sur les relations d'approvisionnement, comment on l'imaginerait, nous, Français, ce droit de l'Union européenne? Alors, probablement inspiré de la directive de 2019, qui elle-même, quand même, comporte un certain nombre d'interdictions assez précises. Hein, mais alors, c'est pas le système, évidemment, dans la directive de 2019, le système n'est pas celui d'imposer une négociation annuelle avec tout un formalisme, mais d'interdire un certain nombre de pratiques considérées comme étant abusives. Hein. Donc, c'est plutôt des obligations de ne pas faire, hein, ne pas abuser d'un certain nombre de pouvoirs, etc. Alors, on pourrait effectivement l'imaginer comme cela. Est-ce qu'on imaginerait, dans ce droit de l'Union européenne, de reprendre l'interdiction de la revente à perte? C'est une vaste question parce que, précisément, aujourd'hui, le système français d'interdiction de la revente à perte fait déjà question et mise en doute s'agissant de sa conventionnalité, de sa conformité au droit de l'Union européenne. Vous, Cédric, comment vous imaginez le droit de l'Union européenne parfait? Est-ce qu'il y aurait cette interdiction de la revente à perte ou pas? Décidément, vous avez de ces questions. Le droit de l'Union européenne parfait, c'est le droit qui répond aux intérêts de chacune des parties prenantes. L'ensemble des maillons de la chaîne, avec une juste répartition de la valeur pour chacun des acteurs. Ce qui ressort, mais c'est le prolongement de ce qu'on a dit précédemment par rapport aux négociations annuelles, c'est qu'on a des spécificités françaises qui, in fine, peuvent apparaître comme ne répondant pas pleinement aux intérêts des consommateurs français. C'est la raison pour laquelle le fait d'évaluer, d'encourager le fait qu'à l'échelon européen, on intervienne sur les relations commerciales peut apparaître satisfaisant. C'était ce que je disais par rapport à l'application immédiate chez nos voisins européens de la répercussion des baisses des prix sur certaines matières premières. Voici pour la revente à perte, vaste question. C'est difficile. Hein. L'interdiction de la revente à perte, elle obéit à des finalités qui ont évolué en réalité dans le temps. Initialement, la revente à perte, elle avait été interdite pour protéger les grandes surfaces contre les petits distributeurs qui, à l'époque, étaient en réalité les seuls en place. Donc ça a protégé et ça a permis le développement de la grande distribution alimentaire. Puis après, au fur et à mesure du temps, les objectifs ont évolué. On a dit que ça protégeait indirectement le consommateur parce que ça évitait des phénomènes de surconsommation. Ça évite... les phénomènes qu'on a connus il y a quelques années quand Intermarché s'était livré à une promotion du Nutella de moins 70% et où les consommateurs s'étaient rués dans les supermarchés au point de se piétiner les uns sur les autres pour avoir le Nutella à quelques centimes. Alors pour le coup, c'est pas une spécificité française, hein, l'interdiction de la revente à perte. Il y a quand même plusieurs pays européens qui la connaissent. Personnellement, persiste quand même, mais c'est probablement une question d'habitude, à penser qu'il y a quelque chose d'un petit peu choquant à pouvoir arriver au supermarché et
à trouver un pack de lait à 3 centimes. Parce que c'est à ça hein, que va conduire l'abrogation totale de l'interdiction de la revente à perte. Il y aura des phénomènes de prix d'appel, des produits ultra bradés pour attirer le consommateur et puis ensuite, derrière, le faire évidemment remplir son chariot de plein d'autres produits. Je crois que ça préserve tout de même une certaine loyauté dans nos habitudes, et une certaine éthique dans nos habitudes de consommation. Mais c'est peut-être là juste un phénomène d'habitude et peut-être qu'on prendrait de nouvelles habitudes, même avec des reventes à perte. Je ne sais pas trop, je crois que le débat peut être ouvert. Alain, si vous avez un petit mot, peut-être avant de demander à la salle s'ils ont des questions. Comme c'est un débat, du coup, je commence. En tout cas, la position des commerçants que je représente, on n'est pas du tout favorable à la disparition de l'interdiction de la revente à perte. Pas du tout. On préfère qu'elle soit vraiment circonscrite dans le cadre des soldes. On l'a vu récemment, il y a eu une affaire dans l'actualité où on demandait, pour permettre aux Français de gagner du pouvoir d'achat, on demandait à la grande distribution de faire un effort et de vendre à perte. Et là, il n'y a même pas eu besoin, il y a eu une espèce de consensus implicite entre les opérateurs concurrents qui ont tous réagi d'une seule voix en disant bah non, on va pas vendre à perte. Ça reste des commerçants. On ne peut pas reprocher à un commerçant de chercher à faire de la marge et des bénéfices. À un moment donné, que ce soit du marché neuf ou du marché d'occasion, on doit rester rentable. Hein. Donc, c'est déjà la base du modèle économique. Elle ne durerait pas très longtemps si on était tous en train de vendre à perte en permanence. Ensuite, effectivement, ça va faciliter les acteurs qui sont déjà bien présents sur des marchés et qui vont comme ça bénéficier d'une position pour déstabiliser et encore plus les autres acteurs. Donc, en dehors de la concurrence, je pense que ça pose un vrai sujet. Et après, dans l'intérêt du consommateur, on irait dans une logique de prix bas, de prix cassé. Ça peut remettre en question la qualité des produits, ça peut remettre en question l'innovation, les investissements, parce qu'on aura plus assez pour investir sur des nouveaux produits, etc. Je ne suis pas sûr que sur le long terme, ce soit aussi bénéfique aux consommateurs. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur les différents points qui ont été abordés, ou vous avez tous très faim? Oui, Alain Bazot. Bonjour. J'avais une question sur votre proposition intéressante de label. Alors, il est vrai qu'il faut faire attention aux labels parce qu'il y en a déjà une multitude et les consommateurs sont perdus dans la jungle des labels. Ce qui compte, c'est qu'effectivement, ils suscitent la confiance, il faut qu'ils soient bien encadrés, contrôle indépendant, sans doute encadrés par une norme de l'État et pas purement privée. Je ne sais pas comment vous l'avez paramétré, ce label. Mais j'avais une question sur la faisabilité par rapport à l'objet de ce label. J'ai compris que c'était pour qu'il y ait des prix qui assurent une bonne répartition de la valeur sur toute la chaîne de production, du producteur, transformateur, distributeur. Il peut y avoir éventuellement importateur, etc., etc. Et donc, si on veut s'assurer que le label certifie qu'il y a une bonne répartition de la valeur, on ne peut pas faire autrement que d'aller voir quelles sont les marges. Et donc là, on est au cœur du principe du business, qui est que les marges, c'est le cœur nucléaire de l'offre et de la constitution des prix. Donc je me demandais, est-ce que vous avez réfléchi à comment on peut faire en sorte, parce qu'il faut contrôler, que ce cœur nucléaire de chaque partie prenante, commerçante ou industrielle, etc., livre ou certifie que ces marges sont assez raisonnables pour que celles d'à côté ne soient pas complètement pressurisées, etc. On voit que c'est un enjeu majeur. Il y a quelques années, l'UFC Que Choisir avait fait une enquête sur les marges de la grande distribution sur le bio. On a dit tout à l'heure que les consommateurs étaient prêts, dans certaines limites, à payer plus cher s'ils ont la certitude que c'est du bio. Donc il faut déjà avoir la certitude. Mais après, il faut être sûr qu'à l'occasion, on ne double pas les marges. On veut bien payer plus cher, mais pas être le cochon de payeur, comme on dit. Et là, en l'occurrence, qu'est-ce qui justifiait que la grande distribution marge du double, en appliquant le même taux de marge d'ailleurs? Mais du coup, c'était le double. La marge était du double. Bon, qu'est-ce qui justifiait ça? On n'a jamais eu vraiment d'explication. Donc, on voit bien que ce label, il peut avoir un intérêt majeur, mais comment pourrait-on s'assurer que les marges sont raisonnables et sont bien distribuées dans les différents échelons de la chaîne avant d'arriver au consommateur?
C'est sûr, pour répondre à votre question, que c'est pas très facile de savoir qui va mettre ce label et sur quels critères. Alors, qui, déjà, évidemment, pas les parties elles-mêmes, hein. Donc, ça suppose tout de même un tiers. Et puis, un tiers façon muraille de Chine, c'est-à-dire un tiers qui ne rende pas public ces informations-là, puisque les marges doivent être maintenues secrètes, de sorte à ce que, par exemple, les différents distributeurs ne sachent pas à combien ils achètent les produits. Sinon, évidemment, il y a le risque de mise en place de mécanismes collusoires. Donc, les marges doivent rester confidentielles. Donc, ça suppose une autorité tierce, mais on pourrait imaginer une section de l'Observatoire des prix, en réalité, hein, qui serait... dont la mission serait d'attribuer le label, une sorte de tiers certificateur qui mettrait ce label. Mais après, sur quels critères, quelle est la marge qui est éthique, à quel niveau on place l'éthique, alors là... Oui, il s'agit ici d'une piste de réflexion pour mettre aussi le législateur face à la difficulté et à la finalité qu'il souhaite obtenir. À partir du moment où on veut garantir autant que possible cette rémunération, il faut trouver le moyen de pouvoir le garantir. Et donc, le label peut être, ou une forme de label peut être contraignante, mais c'est l'objectif de la finalité. Donc, à un moment donné, soit le système peut être atteint, soit ça n'est pas possible. Donc, c'est une manière je dirais de poser la difficulté, le problème, l'objectif, pour essayer de trouver le moyen d'y arriver. Évidemment, tous les acteurs n'étant pas autour de la table de nos discussions, il n'était pas possible de rentrer dans le détail de la proposition, mais de la lancer un peu comme dans d'autres domaines où on peut le voir en matière environnementale, qui a ses limites aussi, et comme vous le dites, il faut faire le ménage très certainement dans la totalité de ces labels, mais dès lors qu'ils sont bien contrôlés, ils peuvent avoir ces vertus. Et ça peut être en tout cas un moyen ou un niveau de réflexion qu'il ne faut pas s'interdire. Alors, je ne sais pas si Alain, si vous voulez dire un petit mot, non ? Partage complètement. Voilà. Est-ce que oui, une dernière question, oui. Juste une réaction sur les labels, mais qui fait lien aussi avec la première table ronde, c'est que du côté des consommateurs, il va évidemment y avoir une question de pratique commerciale, c'est-à-dire que s'il y a une promesse commerciale au travers du label, et notamment sur la répartition des prix, ça veut donc dire qu'en termes de pratique commerciale, pour savoir si elle est loyale ou trompeuse, il va falloir pouvoir contrôler la véracité de la promesse commerciale. Et donc là, la nécessité pour les acteurs qui acceptent, enfin en tout cas c'est mon point de vue, hein, mais qui acceptent d'adhérer à ce label ou de la poser dans leur pratique commerciale, d'en répondre. Et donc de communiquer, notamment s'il s'agit des marges, de communiquer sur les marges. Sans quoi ce serait une pratique commerciale déloyale, voire trompeuse. Enfin, mon point de vue. Oui, Cédric, pour finir. De ce point de vue, c'est ce que j'évoquais rapidement tout à l'heure, l'évolution des textes européens nous est plutôt favorable, puisque au niveau des allégations environnementales, dorénavant, il va falloir les fiabiliser et qu'elles deviennent vérifiables. Donc, dans ce contexte-là, je me dis que c'est assez simple. Et si au niveau des marges, sur la question des marges, l'Observatoire des prix et des marges peut nous aider, ce qui signifierait qu'il y ait une visibilité plus accrue sur les marges par produit, ça fait coup double. Très bien, je remercie beaucoup pour ces échanges. Je vous propose donc notre interruption pour cette heure de déjeuner qui vous est offerte dans le hall pour tous les présents. Et je vais demander, si vous le voulez bien, aux partenaires de la chaire juste de rester pour quelques photos. Puis on va profiter. Bah oui, du coup, on ne va pas déjeuner tout de suite, non, mais quelques minutes pour que, je vous rassure, bon, vous nous en laissez un peu. Hein. Voilà.